Bonjour et bienvenue au lecteur de Bicali. Je suis Daniel Beau et je voudrais vous illustrer par cette vidéo les données qualitatives à grande échelle. Alors, dans cette présentation, on abordera successivement les données observées et captées, les données décomposées, les données spontanées et les données provoquées. Alors, notre approche du recueil, c'est de considérer que pour bien comprendre un sujet, il y a besoin d'accumuler un grand nombre de cas, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, afin à la fois d'avoir dans la largeur une palette de variations qui permettent d'avoir une compréhension parfaite du sujet, mais c'est aussi en profondeur de considérer toutes les facettes d'un objet. Et c'est ce que nous appelons Hyperwatch. Alors cette méthode, elle a été utilisée à de nombreuses reprises, notamment pour analyser les pop-up stores pour Clépierre, mais également pour décortiquer une centaine de lieux de marque pour Page Jaune, en allant dans le détail de chacun des lieux, en visitant un certain nombre. Et la première manière de récupérer des données, c'est de les observer en physique via des photos ou des vidéos. Donc, dans le cas des pop-up stores, on a photographié sous tous les angles différents pop-up stores, comme ici devant la gare de Lyon sur le parvis. On a également eu l'occasion au moment du premier confinement d'analyser la façon, les comportements des consommateurs dans la rue et notamment ce que nous on a appelé la ruée vers l'air, où l'extérieur et le nouvel intérieur, ce rôle clé de l'extérieur. Dans les magasins, on a pas mal analysé les stands de vente et là ce qui est remarquable dans l'exemple de Bose, c'est le comparateur de casques qui ressemble au principe de comparaison qu'on a sur des sites comme Amazon. Quand on observe, il faut si possible vivre les expériences. Et là, c'est deux photos d'une expérience qui dure à peu près 1 heure que je recommande vivement, qui consiste à aller au sein de l'atelier Vorwerk pour expérimenter un appareil Thermomix. C'est un atelier d'appropriation qui est encadré par des comédiens et qui est tout à fait stimulant et éclairant. Quand on visite des lieux, on peut faire des photos, mais il y a quelque chose qui fonctionne particulièrement bien, c'est les déambulations en vidéo. Alors voilà un exemple dans le cas du pop-up store de Plaza Havana. Donc vous faites une vidéo qui fait entre 1 minute et 2 minutes et qui consiste à faire le tour du lieu. Et vous apercevez que c'est beaucoup plus efficace que de faire des dizaines de photos parce que ça montre vraiment la configuration, l'espace, ça restitue l'ambiance et la structure de l'espace. Alors, il y a autre chose qui est très efficace que nous on a utilisé pour les ateliers, pour l'étude des écrans digitaux. Ça consiste à filmer des écrans et à fabriquer une chaîne YouTube avec plusieurs centaines d'exemples accessibles avec différents mots de passe. Et donc, ce qui est efficace dans ce genre de démarche, c'est d'avoir une grande palette de vidéos. C'est-à-dire de ne pas s'intéresser seulement à un certain type d'écran, mais là, par exemple, vous avez un écran qui est un écran du spa à l'intérieur de Cheval Blanc, qui est tout à fait intéressant parce que ça ressemble un peu à un aquarium. Et vous voyez, là, je zoome avec la vidéo et on se rend compte de la subtilité de ces images euh, à haute définition. Là, vous avez un autre exemple qui est la piscine du même hôtel Cheval Blanc qui se trouve à Paris. Et puis, vous avez l'ascenseur. Alors, donc, il y a l'observation physique et puis il y a l'observation en ligne. Et là, dans l'observation en ligne, ce qui est particulièrement efficace, c'est les captures vidéo. Là, vous avez une capture vidéo d'une boucle d'image sur la publicité HelloFresh qui était diffusée sur Facebook. Donc, on peut constater à cette occasion que la publicité met simultanément fait apparaître le produit et les effets du produit. Voilà une autre publicité captée également avec le smartphone sur une campagne Philips. On voit le réalisme du produit qui est mis en situation. Ce qui est intéressant quand on fait des captures d'écran, c'est de regarder côte à côte
tous les détails. Là, par exemple, dans une fiche produit chinoise de Decathlon, on voit la richesse du matériel présenté sous tous les angles. Voilà les différents focus. Et ce qui est particulièrement fort dans les exemples chinois, et le benchmark, bien évidemment, il doit aller le plus possible vers l'international. Ce qui est fort, c'est le sens visuel des pays asiatiques qui font beaucoup d'efforts pour montrer des zooms avant sur des points de détail ou des zooms arrière sur des contextes d'utilisation. Ils aiment bien aussi montrer à la fois le produit et les effets du produit simultanément. Alors, les veilles, les observatoires, on peut les faire sur plein de sujets. Nous, on l'a fait récemment sur les formats éditoriaux pour l'agence Text in the City. On a pu ainsi montrer l'utilisation des flèches, la façon dont les images sur les vidéos étaient découpées verticalement ou horizontalement, comme là dans l'exemple brut, ou là dans les formats TikTok, on a beaucoup de comparaisons gauche-droite. Un autre phénomène qu'on a mis en évidence dans cette analyse, c'est l'utilisation des sous-titres qui sont adaptés à l'identité du média qui s'exprime, avec parfois les sous-titres qui grossissent, qui s'animent, qui se tordent, qui sont colorés, et qui ne sont pas simplement la reprise de ce que la personne dit, mais qui peuvent être des commentaires ou des informations additionnelles. Alors, quand on dispose de données qualitatives, il y a un travail d'analyse, de décomposition qui est assez évident. La première décomposition consiste à faire un photoboard, à regarder image par image comment la vidéo se déroule, de décomposer les animations, les scrolls. Alors voilà par exemple une vidéo d'un scroll sur une fiche produit de Taobao, donc un site chinois concernant une culotte de coton, et cette culotte est présentée, comme vous pouvez le voir, sous tous les angles. Et ce qui est intéressant dans cette capture, c'est d'avoir simultanément les 54 photos pour comprendre à quel point le produit est montré sous toutes ses facettes. Dans les sites chinois, on a aussi des résumés vidéo qui sont intéressants à analyser. Et puis on a un autre procédé qu'on a analysé sur les sites comme Walmart aux États-Unis, qui consiste à montrer les produits sous forme de vignettes. C'est-à-dire que pour s'adapter au smartphone, on communique les qualités du produit sous forme d'une succession de vignettes. Ça peut être 8, 10 vignettes. Là, c'est sur une boisson, là, c'est sur une compote. Et les vignettes reprennent les bénéfices ou reprennent les ingrédients ou les avantages du produit. Autre manière de décomposer, c'est les comparaisons. Nous, on a eu pas mal l'occasion d'analyser les mêmes contenus vus sur le PC à gauche et sur le smartphone à droite, et de regarder comment ça se passe sur l'un et l'autre écran. Où on peut aussi comparer, comme là, d'un côté le store Amazon et puis de l'autre le site Lego, et de constater que sur le store Amazon, il y a une volonté d'être extrêmement visuel avec des mosaïques de vignettes. On est aussi amené à comparer des objets physiques, comme lorsqu'on a travaillé sur la télé connectée, on a été à analyser tous les types de télécommandes pour essayer de comprendre quelle pourrait être la télécommande du futur. Et puis, quand on a travaillé sur les produits, les substituts de la viande, les produits végétaux, on a classé par famille les différents packaging pour comprendre comment ils pouvaient, sur la gauche, s'inspirer de la viande avec des mots et des visuels, des couleurs, ou dans l'autre cas, sur la droite, aller fonctionner comme des alternatives végétales. Lorsqu'on a travaillé sur les restaurants, on a comparé les prix des menus hors livraison, hein, des menus à emporter. Et puis on a aussi à comparer et analyser les horaires. Et on met ainsi en évidence que les horaires qui avaient été choisis, c'est des horaires qui permettaient de couvrir le déjeuner et jusqu'à 16h ou 18h jusqu'au dîner. C'est-à-dire comme c'était des plats froids à emporter, les personnes pouvaient venir les rechercher avant le dîner. Donc, on a montré les données captées, les données observées. Là, on est maintenant dans les données spontanées, c'est-à-dire que c'est les données qu'on peut trouver naturellement sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'avis consommateurs. Ce qui est frappant concernant ces données, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes
En fait, les consommateurs, souvent, ils s'approprient les produits, ils les performent d'une manière assez proche les unes des autres. Là, on voit comment, par exemple, un consommateur qui achète une tente Décathlon va avoir toujours tendance à photographier le paysage de l'intérieur de la tente. Et quand on a accès à cette masse de photographies, de données qualitatives dans les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est de les classer par thème pour comprendre les insights et les tendances. Là, on voit une tendance à consommer du champagne plutôt dans les parcs ou dans les jardins, ou une autre tendance qui est de les boire et de photographier du haut d'une tour. Et puis, dans les données spontanées, il y a les avis consommateurs. Les avis de consommateurs, c'est omniprésent, des sites de e-commerce en passant par TripAdvisor ou Amazon. Il y a de plus en plus d'avis qui sont au format vidéo. Ces avis peuvent être extrêmement détaillés, comme on a ici sur Mano Mano. C'est carrément une démonstration du produit faite par le client et encadrée par une société qui s'appelle Tister. Alors, quand on va à l'étranger, comme en Chine, on voit sur Tmall pas moins de 264 434 commentaires pour un seul produit, un produit support. Et ce produit, les commentaires, ce qui est frappant, c'est que vous avez le droit à 5 photos pour illustrer votre commentaire. Donc, non seulement vous avez une masse de commentaires, mais chaque commentaire est illustré par des photos faites par le consommateur. Et puis, les avis consommateurs, ça peut être aussi des sujets de dialogue ou d'explication de tutoriels. Là, on a un consommateur qui montre l'effet nuit d'une tente. Alors, dernière partie, qui est la partie la plus classique pour les sociétés d'études, ce sont les données provoquées, c'est-à-dire les données qui sont suscitées auprès des consommateurs. Et le premier enjeu, c'est celui de stimuler la participation. Hein, c'est ce que Marie-Anne Dujarier appelle le travail du consommateur. Alors, on est habitué à se servir à la pompe, à monter nos meubles Ikea, mais dans le même esprit, les consommateurs participent aux entreprises en contribuant. Et ce qu'on constate, c'est en particulier dans le Cali, il y a un vrai enthousiasme des consommateurs à s'exprimer, à partager leurs expériences. Dans le rapport GRIT, on a un panorama des différentes méthodologies d'études et vous avez ci-dessous la hiérarchie des études les plus utilisées par les qualitativistes. On voit que ça commence par les interviews webcam, les focus group webcam, puis les communautés, les interviews par téléphone, puis les focus group physiques, les interviews physiques, les journaux, ensuite les bulletin boards, etc. Donc on a une palette d'outils, mais vous voyez que les 7 premiers outils sont utilisés par la large majorité des intervenants du Cali. Et nous avons l'habitude de classer les méthodes de recueil de données qualitatives en individuel et collectif, avec des méthodologies qui sont totalement individuelles, comme le questionnaire, la self-ethnologie, ou le blog, et puis des méthodologies qui sont collectives, comme l'atelier créatif, la visio ou les communautés. Et puis il y a des méthodologies qui sont un peu mixtes, où il y a à la fois de l'individuel et du collectif. Alors, il y a une forme de retour qualitatif que nous, on utilise depuis la création de Calicanti, qui sont les questions ouvertes. Alors, les questions ouvertes, historiquement, c'est des questionnaires papier ou des questionnaires face à face. Là, aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'auto-administré online. Et ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est l'alternance entre les questions fermées et les questions ouvertes. Et ça suscite des réponses extrêmement détaillées. Ce que je vous propose, c'est de voir comment nous utilisons ces questionnaires, notamment pour recruter des participants pour des études qualitatives. Donc là, nous sommes sur un questionnaire visant à recruter des propriétaires de chiens et de chats. Et le but était de non seulement de les interroger, mais de les sélectionner pour un forum organisé sur WhatsApp. Donc là, je clique comme quoi j'ai un chien, 2 chats, et vous allez voir la palette de questions qui sont proposées avec une alternance entre des questions fermées qui doivent être pas trop nombreuses, assez faciles, assez digestes, et puis des questions ouvertes avec un espace
suffisamment important pour être incitatif. Donc, on a parfois même des stimuli avec des liens vidéo à regarder et à évaluer. Donc voilà un aperçu d'un questionnaire qui fait une dizaine de minutes et qui se termine par une invitation à participer au forum WhatsApp, en tout cas à s'inscrire pour pouvoir participer. Donc voilà un format de questionnaire qui nous a permis d'avoir plus de 300 retours et donc non seulement d'avoir des données riches en amont, mais ensuite de sélectionner les bons profils pour aller plus loin. Alors, dans les techniques de données provoquées, il y a également les forums. Et les forums, c'est qu'on appelle aussi bulletin board ou communauté ou mini-communauté. C'est une méthode qu'on peut appeler hypercali, dans le sens où c'est une méthodologie à géométrie variable. Il peut y avoir entre 5, 10, 30 participants, voire plus. Et le forum peut durer 3 jours, 7 jours, 10 jours, voire, comme ça a pu nous arriver, plusieurs mois. Et ce découpage en différentes vagues et cette inscription dans la durée permet d'avoir différentes phases, différentes vagues avec des thématiques très différentes et s'étaler dans la durée. Alors, on a appliqué cette méthode sur un sujet qui était la perception et le vécu des arts de la table pour le syndicat. Et donc, on avait proposé à un des participants de recevoir, de choisir parmi une série de 7 complets, incluant vaisselle, verre, nappe, serviette. Et on a vu comme ça de quelle manière ils se sont adaptés. Et on a pu constater que les couleurs, les motifs influencent les aliments, qu'il y a une attention qui est prêtée à l'alimentation qui est beaucoup plus forte quand on change la vaisselle. Et surtout, on ne leur avait donné aucune consigne sur ce qu'il fallait consommer, mais assez naturellement, l'impact était apparu, notamment le fait de passer plus de temps à table et d'avoir plus de considération pour ce qu'on avait dans son assiette. Et puis, il y a une autre méthodologie provoquée qu'on appelle la self-ethnographie, c'est le fait de demander au consommateur d'expérimenter le produit et de faire un feedback vidéo, photo de son expérience. Là, par exemple, on a fait cette méthode pour inviter des consommateurs à tester le Beyond Burger, hein, le bœuf haché fait à base de plantes. On l'a fait également pour la congélation du pain, avec une étude tous les 3 ans pour comprendre comment les Français consomment le pain. Et puis, sur un sujet qui est abordé dans le livre Bicali, qui sont les bars repas, on a envoyé un certain nombre de bars par la poste à des consommateurs qui les ont dégustés, découvertes puis dégustées en se filmant en train de le découvrir. Et ce travail a donné lieu à une chaîne YouTube avec plus d'une 50aine de témoignages. Et vous voyez, pour chaque témoignage, il y a à la fois le prénom du répondant, la recette qu'il a testée et puis la note qu'il a donnée. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé. Bonne lecture du livre et à très bientôt.